Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est avec Fred Piquion et on a plein de choses à aborder. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Call Interview, quelle que soit la plateforme, podcast, Snapchat, Instagram, tout, pour continuer à supporter ce projet, continuer à faire en sorte qu'on reçoive des invités du niveau, du statut, de tous ceux qu'on a reçus en 2023 et de tous ceux que je souhaite recevoir pour 2024. Parce que sans vous, cette émission, elle ne vaut pas grand-chose. On continue avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Fred Piquion. Fred, comment tu vas, mon ami? Très bien, Colin. Très, très bien. C'est Vraiment. vrai, t'as l'air d'être un homme heureux, épanoui. On dirait que les choses vont bien pour toi. Bah écoute, tout va bien. Tout va bien. J'ai la santé. Les Ouais, enfants ont la santé, la famille a la santé. Donc c'est vraiment très important. Parce qu'il y a, il y a c'est des gens principal. qui ne l'ont pas et en cette période, c'est vraiment important d'être bien. C'est vrai que par les temps qui courent, on profite encore plus quand on voit tout ce qui se passe. Écoute, on va rester dans la bonne humeur et dans le plaisir. J'ai plein de questions à te poser sur ta carrière. J'ai eu la chance, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai eu la chance de te rencontrer pour une opération dans le cadre d'un partenariat entre MyGoal et Prime Video. Mais aujourd'hui, je te reçois pour un long moment et on va aborder plein de thèmes ensemble. Avant qu'on commence, tu es toujours chez Prime. Ça se passe toujours aussi bien. Comment tu vis la saison en cours? Bah, je la vis super bien. C'est vrai que c'est ma deuxième année. Ils m'ont reconduit. Donc forcément, c'est que ça a été sur la première saison. Ouais. Un peu plus de matchs de Prime aussi, Ouais. surtout le vendredi soir. Quelquefois les matchs de 13h aussi le dimanche. Et puis voilà, j'ai la chance de pouvoir côtoyer tout ce beau monde avec beaucoup de plaisir parce que c'est avant tout une aventure humaine, cette aventure Prime. Et franchement, ça se passe vraiment super bien. Est-ce que d'analyser les matchs, de les voir aussi souvent, ça commence à faire sonner les cloches là-haut, te dire que peut-être qu'un futur en tant que coach ou autre, ça pourrait te plaire ou pas? Moi, je me suis toujours dit, numéro un, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Par Ok. contre, rentrer dans un staff avec un coach que je connais ou que je connais pas, avoir une belle discussion autour justement du poste d'attaquant, parce que je pense aussi que c'est l'avenir. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Jean-Pierre Papin en a parlé la dernière fois. Et j'ai passé mes diplômes pour ça aussi. J'ai mon diplôme de spécifique attaquant. J'ai mes Mhm. diplômes jusqu'au DES. Donc, le DES, c'est juste un petit peu en dessous du monde professionnel. Mais en tout cas, voilà, ça me permet en tout cas d'avoir des bases pour le coaching et surtout ensuite avoir une analyse un peu plus pointue sur le poste d'attaquant. Et ça, je pense que dans le staff, ça peut être intéressant d'avoir un œil extérieur, un œil qui a aussi joué dans de grands matchs, tout simplement, que ce soit avec des grands joueurs, que ce soit avec l'équipe de France ou que ce soit aussi avec des matchs de Champions League ou même de championnat. Et même à l'étranger aussi, voir ce qui s'est Mhm. passé un peu à l'extérieur. C'est vrai. Donc voilà, j'espère peut-être un jour faire partie d'un staff avec un beau projet. Ouais, ça serait sympa. Écoute, je te le souhaite. En tout cas, en attendant, continue de nous régaler sur Prime Video parce que c'est un plaisir de te voir chaque semaine sur les bords de la Ligue 1. Écoute, j'ai envie de te parler de quelque chose d'important parce que quand j'ai préparé cette émission, je suis retombé sur tes débuts, je suis retombé. On va dire que j'ai essayé de retracer tes débuts et que c'est hyper compliqué. Il y en a pour qui ça tient en une ligne. Il y en a pour qui ça tient en une ligne, tu vois. Né à, premier club, tel endroit, voilà, tu retraces un petit peu le parcours, mais c'est assez fluide, assez limpide. Pour toi, c'est compliqué de lire entre les lignes. Donc dis-moi, je vois né à Nouméa, on est d'accord? Ah, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a écrit originaire de Martinique, Ça, on est d'accord aussi, parce que mes deux parents sont martiniquais. ok? Alors dis-moi déjà, rien que ça, comment ça se met en place? Parce qu'après, il y a écrit Red Star en U19, et ensuite on voit des clubs entiers. Alors, parle-moi, parce que j'ai l'impression il y a du fouillis là-dedans. Ouais, il y a beaucoup de fouilles en fait dans ma vie, parce que et c'est pour ça que j'aime voyager, et c'est pour ça aussi que j'étais un enfant qui a beaucoup bougé en fait, parce que je Mhm. suis né à Nouméa, parce que mon grand-père maternel est Ouais, parti avec toute sa famille de Martinique à Nouméa en bateau. Alors je t'imagine ok. Ok. à l'époque. Imagine bien comment ça s'est passé le voyage. Et ensuite, tu sais que le Nouméa, on va dire que c'est un département français. Donc, Ouais. il y a énormément de militaires qui Mhm. partent à Nouméa. Et mon père était militaire de Martinique. Et donc, c'est Ok. comme ça que mes parents se sont rencontrés là-bas. Et donc, je suis né, moi, à Nouméa, mais j'ai vécu à peine enfant. J'ai vécu 8 mois à Nouméa. Ensuite, D'accord. est parti sur Cayenne. Et Cayenne, je suis arrivé en France, à Ok. Aubervilliers. Donc Ok. voilà comment ça s'est passé un petit peu mon enfance.
Et moi, après, j'ai commencé le foot à Charenton, au CAP Charenton, jusqu'à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Et quand j'ai vu que j'avais certaines qualités, que je pouvais peut-être aller voir un club un peu meilleur, j'étais au Paris FC et non au Red Star. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué Red Star dans mes fiches, Va mais je suis parti au savoir. Paris FC. Ok. Et au Paris Ok. FC, ensuite, ouais, j'avais pas trop d'avenir. Sur la nationale, Hubert Velud, il comptait pas trop sur moi. Enfin, en tout cas, le club ne m'a pas montré un attachement particulier. Et c'est de là que je suis reparti en Martinique, parce qu'à l'âge de 8 ans, en fait, j'ai vécu dans une famille d'accueil à Ok. Charenton, à Ok. Saint-Maurice. Ma mère était repartie aux Antilles et moi, je voulais pas rentrer. Et à 18 ans, finalement, comme il y avait pratiquement rien, je me suis dit, bah, pourquoi pas jouer au football aux Antilles avec la sélection de Martinique. Peut-être qu'un jour, je vais me faire remarquer ou pas. Et puis être un footballeur, voilà, un bon footballeur de Martinique. Et puis finalement, j'ai joué donc à l'Avenir du Diamant. Ouais. Après, l'Avenir du Diamant qui n'était pas monté en R1, on va dire le club le meilleur en tout cas de la ville, c'était la JS Morne-Blanc, même si ça Mhm. fait partie du Diamant. Mais en tout cas, cette équipe-là a joué en R1, donc j'ai joué à la JS Morne-Blanc au départ. Ensuite, on est descendu parce qu'on n'était pas l'équipe la meilleure. Je suis parti après au Golden Star, là j'ai pu jouer vraiment avec voilà, à Dillon, avec des, 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 euh, des joueurs assez importants même de la sélection. J'ai fait partie de la sélection, j'ai fait partie euh, des, euh, des meilleurs joueurs de Lille. Et puis c'est de là quand même que voilà, il y a un entraîneur qui m'a vu et qui m'a dit tu peux pas rester là parce que tu as trop de qualité pour la Martinique. Donc je vais te faire faire des essais à Nîmes. Et voilà comment ça a commencé. J'ai été faire 2 semaines d'essais à Nîmes et c'est comme ça que j'ai pu signer pro 1 an à Nîmes. Voilà. Voilà mon parcours. Ok, c'est incroyable. Alors déjà, la première chose que je tiens à souligner, c'est que Dillon, c'est pas que du rhum, il y a aussi du foot. Tu viens de C'est le vrai, montrer. c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Et entre deux Antillais, on peut se le dire. Mais ce qui est fou, et c'est ce que j'aime partager dans cette émission, c'est les parcours qui sont pleins de rebondissements, où la ligne n'est pas forcément toute tracée, qui font continuer à y croire et continuer à se battre. Et t'es l'exemple parfait de ça, parce que t'aurais pu décider d'arrêter le foot et de passer à autre chose quand on va dire que la tournure des événements n'était pas forcément favorable à tes 18 ans. Finalement, t'as continué, tu t'es accroché. Et ça Ouais, explique. mais c'est parce que la différence avec maintenant, c'est que nous, à l'époque, c'était une passion, le foot, en fait. En fait, moi, je jouais au foot, mais je pensais pas à devenir forcément professionnel. Quand D'accord. j'avais 16 ans, c'était pas le truc en me disant, vas-y, je vais devenir pro. D'ailleurs, je suis parti au PFC en me disant, voilà, j'ai peut-être joué. Moi, au PFC, j'ai jamais joué en 17 nationaux ou en 19 nationaux ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Mais je me suis dit, bon, si je joue un jour en national, ça serait plutôt cool. Je savais pas encore comment en faire son métier, en fait, tu vois. Le Hmm. fait aujourd'hui de voir des gens qui font des entraînements en plus, qui ont tout, qui ont la nutrition, etc. Moi, à l'époque, je vivais dans une famille il y avait un médecin. Donc forcément, les jours de match, moi, je savais ce qu'il fallait manger. Tu Ouais. vois, on mangeait du poisson, on mangeait du poulet, on mangeait voilà, des légumes. Mais ça a été j'ai été bercé là-dedans. Donc pour moi, ça Ouais. n'a pas été une surprise quand j'ai été pro, tu vois. Hmm. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment une passion. Même quand je suis rentré en Martinique, tu vois, il y en a qui disent, ouais, ils font la fête et tout. Mais moi, je savais, la veille de match, je sortais pas. Parce que c'était mon truc, je voulais faire les meilleurs matchs possibles, je voulais être. Et c'est pas pour ça que j'ai pas fait de carnaval, c'est pas pour ça que j'ai pas fait de Ouais. chant de Noël. Voilà, je profitais à fond, mais voilà, je voulais quand même rester assez passionné par mon foot. Donc voilà, c'est un peu ça ma vie. C'est beau, c'est beau. Atypique. Ouais, j'aime bien ces histoires-là. J'aime bien les histoires atypiques et les profils atypiques. Tu l'as dit, il y a les essais à Nîmes et finalement c'est concluant. En juillet 2020, tu intègres vraiment l'équipe première, l'équipe pro. Comment ça se passe l'acclimatation au football et à la vie de métropole? Parce que certes, tu me l'as dit là, tu l'as déjà connu, mais tu l'as connu dans d'autres circonstances. Tu étais un gamin, tu n'avais pas les mêmes responsabilités, tu n'étais pas dans le même niveau d'exigence professionnelle au terme de foot. L'adaptation, elle est limpide ou pas? L'adaptation est limpide par rapport à la vie française. Ouais. Contre au niveau du foot, totalement très compliqué, très très dur. J'ai pas fait de centre de formation, donc les bases, je les ai pas. Moi, j'ai Ouais. joué toujours sur l'instinct. J'ai pas le fait de rejouer, le fait de jouer par rapport à mes partenaires, oui, mais comment comprendre la compréhension du jeu, l'intelligence de jeu, le 1, 2, 3, le faire l'appel dans l'espace, se comporter par rapport à son partenaire, par rapport aux adversaires, les hors-jeux. J'ai mis du temps, moi, à comprendre les hors-jeux.
comment faire un appel pour pas être hors jeu par rapport à mon partenaire. C'est Hmm. très compliqué tout ça. Et donc, oui, ça a été très, très dur. Les entraînements tous les jours. Moi, je m'entraînais 2 ou 3 fois par semaine, plus le match. Là, Ouais. c'est l'entraînement tous les jours, les matchs, compliqué, compliqué. Donc, oui, une bonne partie de la saison, quand même, à aller jouer en réserve parce qu'il fallait que j'apprenne tout ça, parce qu'il fallait aussi emmagasiner beaucoup de choses. Mais Mhm. malgré tout, je me suis pas laissé abattre, je vivais seul. Et donc, on a pu, heureusement d'ailleurs, j'étais avec Johan Barclay quand même, aussi, qui arrivait en même temps que moi. Et donc, on était 2 Antillais à Nîmes et puis on a été super bien accueillis aussi. Et le fait peut-être aussi d'avoir un peu de chaleur là-bas, le sud de la France, ça m'a sûrement aidé. Et puis, bon, on a trouvé quand même des gens comme Julien Velas, avec lequel je suis toujours en contact aujourd'hui. C'est Ouais. vraiment des personnes qui ont beaucoup compté. Pierre Mosca, bien évidemment, a beaucoup compté, le directeur sportif de l'époque. Pierre Mosca, qui nous a accueillis, qui aime beaucoup aussi les Antilles, et Mhm. et d'ailleurs qui a été entraîneur aussi en Martinique quelques temps, qui a vécu en Martinique. Mais au-delà de ça, ça a été quelqu'un qui nous a accueillis et qui nous a pris un peu sous son aile, parce que le jour où Mika Pagis il part à Sochaux, Mhm. il a tout fait pour pas recruter un attaquant. Et il Ouais, m'a tu poussé m'étonnes. un petit peu à dire au Ok. coach, bon, voilà, c'est la fin. Écoute, il y a Fred, il est là, mets-le, essaye-le. Et c'est comme ça, en fait, à partir de janvier, fin janvier, j'ai commencé à débuter avec l'équipe première. C'est fou. Parce que là, tu me présentes ça. Il y a une année réellement qui se passe entre ton arrivée à Nîmes et ton départ. Ouais, bah, j'avais signé qu'un an. C'était l'année, en fait, j'ai signé qu'un an parce que c'était l'année qui autorisait les équipes à avoir un peu plus de joueurs pros dans leur effectif. Ouais, Comme ça que j'ai pu, moi, puisque j'avais plus de 18 ans, donc je pouvais pas signer stagiaire ou ouais. autre. Donc j'ai dû signer un an pro, mais à la charte, hein, c'est le plus bas niveau de bas niveau. Quand tu regardes la charte, tu regardes le premier truc, c'était à 1500, à l'époque, c'était quoi? C'est des 10 000 francs ou 9 000 francs, tu vois. Ok. Et après, on passait à 1500, c'était 1500 euros. Voilà, vraiment la Ouais, base des bases. d'accord. Ok. Et ensuite, ouais, j'ai passé 6 mois à faire mes preuves, à faire mes gammes, avant Parce de qu'au monter. final, à la fin, quand on fait les comptes, il y a 9 matchs, 3 buts en équipe première. Donc ça veut Ouais. dire que tout le reste du temps, tu es à charbonner avec la réserve et à essayer de faire tes preuves comme tu dis. Et finalement, ce qui m'impressionne dans le fait que tout ce que tu viens de me décrire là, le changement d'habitation, pas quitter la Martinique, l'adaptation, réapprendre les bases du foot que eux avaient mais que toi tu n'avais pas, et finir en jouant des matchs suffisamment pour être repéré par un club de l'élite, c'est incroyable de faire ça en une saison. C'est fou. T'es Bah, sur les rotules quand ça se termine la saison. mais j'étais sur les rotules avant. C'est même pas ça, parce que je t'ai pas raconté. Moi, je fais mon premier match, c'était contre Angers. Les jambes qui tremblent. Premier ballon qui part en touche. Et là, Waouh. je souffle, je me dis, bon, là, le coach, il m'a fait confiance, je peux pas être comme ça. Et là, ça commence à déborder, ça commence à venir, bam, bam, je commence à faire des matchs, première frappe et tout. Et après, on va à Caen. Et là, le coach, il me met titulaire à Caen. Je dis, waouh, titulaire à Caen, à l'extérieur, 20 minutes de jeu, on mène 1-0, je marque. Malheureusement, dans la semaine, je sais plus si je crois qu'on fait un bon match nul là-bas, mais malheureusement, dans la semaine, la répétition des entraînements, peut-être aussi de la fatigue mentale, physique, je me blesse. Je me fais le genou, une arthroscopie au genou. Ok. Il y avait le ministre qui avait pété, qui s'était fendu et je pouvais plus jouer. Et donc là, ça m'a permis. Ça, c'était déjà au mois de mars. Au mois de mars, on arrive au mois d'avril, parce que c'était à peu près 3 semaines. Et à partir du mois d'avril, le temps de revenir, de faire mes matchs, etc. Ça s'est finalement super bien passé parce que j'ai eu une bonne rééducation. Ensuite, je me suis remis à jouer à fond. Et puis le jour où il m'allait redonner encore ma chance, c'était le jour contre Cannes où je mets un doublé avec Jean-Pierre, avec le Filâtre et Christian Gourcuff dans la tribune, alors qu'ils n'étaient pas venus me voir moi à la base. Et c'est comme ça que je signe à Rennes la semaine d'après, parce qu'ils se sont dit, lui, il est en fin de contrat, il est en train de démontrer des choses, et si je ne le fais pas tout de suite, eh ben, en fait, j'ai signé à Rennes avant la fin du championnat avec Nîmes. Ok. Tu vois? Le sentiment quand tu signes à Rennes, quand tu vois que tu arrives, que tu as vécu une saison aussi compliquée, le sentiment quand tu arrives à signer à Rennes, il y a quoi? Il y a un soulagement de se dire enfin,
j'y arrive ou pas du tout? Même pas, même pas. Je suis dans le truc en me disant, ah allez, je suis dans un club pro aujourd'hui, je vais m'améliorer, je vais progresser. Le coach, la première fois que je discute avec le coach, je dis, comment on fait? On vous appelle coach, boss? Je savais même pas comment l'appeler. On se tutoie, on se vous voit. Je suis Incroyable. complètement perdu, moi. Tu vois, le monde professionnel, le vrai monde pro, c'était parce que quand même, à Nîmes, c'était pro, Ouais, mais c'était quand même un peu amateur quand tu y ouais, repenses, tu vois ce que je veux dire. C'était bien sympa, mais quand tu arrives dans une structure comme le Stade Rennais, moi, j'arrive cinquième attaquant. Hein. J'arrive pas en tant terrain conquis. ouais, Monterrubio, Lucas, Cyril Chapuis, Turdo, etc. Moi, j'arrive vraiment le petit poussé. ouais, Mais ouais, attention, le petit poussé, qui a quand même des forces, ses forces, c'est sa rapidité et sa spontanéité pour l'instant. ouais. Et je l'ai démontré finalement sur tous les matchs amicaux qu'on a fait. Là aussi, il y a voilà, la charge de travail, elle est énorme. S'entraîner tous les jours, partir en stage, mais malgré tout, voilà, tous les matchs amicaux avec Christian Gourcuff, j'ai marqué. Je ne sais pas Ok. comment, pas mais j'ai marqué. Et arrivé le premier match de championnat, il ne me prend pas dans le groupe. Ah, pas du tout dans le groupe, même pas remplaçant, t'es pas dans le groupe. Pas du tout dans le groupe. Ok. Pas du tout. Et il prend Cyril Chapuis. Parce que Cyril, il était là, il avait fait ses preuves, il avait marqué une dizaine de buts l'année d'avant avec le Stade Rennais, etc. Mais malgré tout, la veille du match, il se blesse. Donc moi, mon premier match avec le Stade Rennais, en tant qu'en remplaçant, c'est contre Paris au Parc. Ok. Contre Paris au Parc. Donc je rentre au Parc contre Paris. Et l'anecdote, c'est que j'avais même pas mon nom sur le maillot. Ok. On met un strap Ouais. comme ça. Et je crois que d'ailleurs, parce que Cyril, moi j'avais le 9 et Cyril, il avait le 19 ou le 29. Donc ils avaient enlevé le 2 avec un strap de 1, plus le nom de Cyril. Tu vois ce que je veux dire? C'était exceptionnel. Et ça, c'est mon premier match au parc. Premier match au parc. Et tu sais avec qui j'ai changé mon maillot à la fin? Avec qui? J'ai dit au Okocha. Et je l'ai Oh, encore ce maillot. C'est un truc de fou. c'est incroyable. C'est Ok. incroyable. Et en fait, ce match-là, ça a été le seul match que j'ai fait au Stade Rennais jusqu'au premier match de Coupe de la Ligue. C'est-à-dire que Ok. j'ai passé 4 mois à jouer en fait en réserve après. Mais t'as des explications sur ça? On te dit ce qui te manque ou pas? Ouais, bah oui. Ce qui me manque, c'est le fait de le foot de haut niveau, le foot avec, comme d'habitude aussi avec les partenaires, Ouais. le fait qu'il y ait aussi des gens, il faut faire jouer. Monterrubio, Lucas, ça c'est la paire qui joue devant Ouais. l'air. Après, derrière, il y a Cyril Chapuis qui est encore là, qu'il faut faire jouer. Tout ça, mais moi, je ne le comprends pas. Tu vois? Malgré tout, moi, j'aimerais. Mais ils savent qu'à l'entraînement, je leur mets un petit peu la misère. Je leur mets des soupapes quand même à l'entraînement, tu vois? Mais Hmm. malgré tout, il me manque quand même des bases. Et ça tu ne le comprends pas de suite, mais tu le comprends un peu plus tard quand même, tu vois? Ouais. Et malgré tout, le jour où le coach il m'a donné la possibilité, parce qu'en plus, ce qui m'a sauvé aussi, c'est que, les résultats n'étaient pas très bons. Ouais. Un petit peu dans les derniers. C'est vrai. Le jour où le coach il m'a dit en Coupe de la Ligue contre Créteil, tiens, je te mets 22 minutes de jeu, pareil, Mhm. doublé. Donc après, il ne pouvait plus m'enlever. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait mes bancs. J'ai fait mes bancs avec l'équipe première, j'ai fait mes rentrées. Et je marque mon premier but à Monaco juste avant la trêve. Et c'est comme ça après que c'est parti. Mais là encore, c'est fou tout ce que tu me racontes, tout ce que tu vis, parce que moi, quand je prépare l'interview et que je regarde les stats, je vois 29 matchs disputés, 11 titularisations, 9 buts marqués pour une première saison dans l'élite. Non, Je me ça c'est la dis, deuxième, à mon avis. c'est pas les chiffres que j'ai. Ou alors ta première, elle est même pas répertoriée. Mais Non, par ma rapport première à. saison, j'ai pas fait énormément de matchs, j'ai marqué 3 buts avec le Stade Rennais. Ok, Ma deuxième saison, j'en ai marqué 10 en étant un peu plus titulaire. ok, d'accord. Ok, donc ça prend plus sens. Ok. Parce que je me disais, comment il peut vivre tout ça sur la même saison et avoir autant de matchs joués, c'est pas possible. Ok, Non, non, d'accord. non, non, non. J'ai vécu, franchement, sur la saison avec Christian Gourcuff, c'est vraiment à partir de février-mars que j'ai été un titulaire régulier dans cette Ok, équipe. ok. Dans toute cette période-là, il y a des doutes où tu te demandes si tu es au bon endroit, ou si tu es avec le bon coach, ou si tu te poses Je pas joue au ces foot. questions-là? Je joue au foot. Ouais, c'est C'est vrai. mort. J'ai 21 ans. Un an avant, j'étais en Martinique. Un an et demi après, je suis à Rennes et je vais douter. J'ai signé 5 ans. Je vais douter pour faire quoi?
Même si j'avais passé une année à jouer en CFA, j'aurais été content. C'est simplement que voilà, les circonstances ont fait que j'ai pu jouer beaucoup plus rapidement. Mais je pense même que le club, ils se sont dit, ah, c'est pas normal qu'il arrive aussi vite. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Ouais, Avant, il fallait faire, même pour signer pro, il fallait faire 25 matchs ouais. titulaires pratiquement. Ouais, ça avait rien à voir avec cette année, ou enfin ou aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, où on met les jeunes bien plus en avant, où il y a même un marché sur les jeunes, et donc du coup, l'idée c'est de les mettre vite avec un contrat professionnel plutôt qu'à l'époque où on faisait traîner un peu les choses. Ok, Exactement. Donc, ok. et même avant, enfin, les joueurs restaient un petit peu plus longtemps dans les clubs, Ouais, même les jeunes. c'est vrai, Maintenant, c'est vrai. même s'il y a eu les histoires d'Abo Sylvestre à l'époque, même à Rennes, hein, ça arrive aussi. Nico qui est parti très tôt aussi à Arsenal. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, c'était quand même les jeunes formés au club, ils restaient longtemps. Donc voilà, moi c'est vrai que mon histoire, elle est assez atypique comme ma vie. Ouais, ouais, elle est bien, ouais, elle est vraiment bien. Il y a, aujourd'hui, on entend beaucoup, ouais, regardez la Ligue 2, parce que l'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1, finalement, il est pas si dingue, et en Ligue 2, il y a plus de suspense et tout. Toi qui es observateur, consultant professionnel aujourd'hui, et qui a connu cette bascule de niveau inférieur à élite, à l'époque, tu l'as vraiment senti, le passage de niveau en dessous à niveau top? Non, moi je me dis que justement on a régressé par rapport à ça. Parce que quand je vois les matchs de Ligue 2 aujourd'hui, pas tous, hein, il y a certains matchs, franchement, tu t'ennuies. Tu Ok, t'ennuies, tu vois que techniquement, physiquement, c'est toujours aussi bien. Mais en tout cas, au niveau de intelligence de jeu et QI football, c'est très compliqué pour certains. Et c'est là que je me rends compte que finalement, même à l'époque, quand tu jouais en Ligue 2, bah, tu avais des joueurs de ouf, en fait. Tu ouais, avais des joueurs de dingue. Et quand tu montais même en Ligue 1, alors même si le step, il est quand même assez important, mais moi, je trouve il y avait beaucoup plus de bons joueurs à notre époque. Comment tu vas me dire que moi, à 37 ans, en 2012, quand j'arrive en 2013, quand j'arrive à Créteil, je fais partie des meilleurs buteurs du championnat à ouais. 37 ans, Hmm. en étant tout le temps, pratiquement tout le temps sur le banc, donc en faisant mes rentrées. C'est quoi, pourquoi, quelle a été cette descente, je sais pas. Je sais pas si c'est la formation, si c'est le fait de vouloir justement mettre en avant beaucoup plus de joueurs alors qu'ils sont pas encore formés, etc., etc. Il y a Je peut-être peux ça, il y a pas peut-être répondre à ça. ça. Il y a peut-être ça, c'est vrai. Mais la formation, enfin, c'est un peu contradictoire parce on reste parmi les formateurs les plus qualitatifs et compétitifs d'Europe. Et tout le monde veut nos jeunes. Très tôt. On vient les chercher très tôt, nos jeunes, encore aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est la formation, mais c'est vrai que peut-être que l'idée de les mettre, les jeunes, sur le terrain, à grande exposition très tôt pour qu'ils deviennent, en termes de monnaie, plus intéressants, ça peut expliquer ce décalage. Ça peut expliquer ce décalage. Dis-moi comment se passe la suite, parce que en termes de stats, on l'a dit, tu t'épanouis, t'es plutôt bon. Fur et à mesure des saisons, on voit que ça y est, le niveau Ligue 1 élite, il est acquis, même si le club au niveau collectif, les résultats, ils sont pas si fous. À quel moment ça commence à cogiter dans ta tête et à te dire qu'il faut partir? Parce qu'il y a l'arrivée d'Alexander Fry, qui est un bonheur pour tous les fans de foot, mais qui, toi, à ta place, doit être un peu chiant. Non, mais clairement, parce que moi, là, moi, je voyais cette arrivée comme bénéfique pour le club. Ouais, Mais je me suis dit aussi, il faut absolument que j'arrive à jouer avec Alex. On n'a pas du tout les mêmes qualités. Alex, ouais, Alex, c'est un buteur. ouais, Alex, ouais. c'est quelqu'un de surface. Tu lui mettais la balle dans la surface de réparation. Mon gars, si tu avais une seconde de retard, t'étais mort. Ouais, il était C'était autre incroyable. Il était chose. incroyable. Incroyable. Ouais. Et, euh, et après, je me suis dit, bon, peut-être que je vais me décaler un peu sur le côté. Parce qu'on jouait avec une seule pointe. Quand Bologna il est arrivé, donc tu avais Monterrubio et tu avais Maolida qui jouait, ou parfois c'était moi. Mais voilà, on n'arrivait pas. En fait, je suis pas arrivé à avoir cette entente avec lui. Et Mhm. c'est dommage parce que derrière ça, j'ai eu des ententes avec tous les joueurs avec qui j'ai pu évoluer. Mais avec Alex, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas fonctionné à Rennes. Donc à un moment donné, si je veux progresser, bah, je suis parti, il fallait que je parte. Pas au mois de décembre. Par contre, ouais, quand je voyais que je jouais plus beaucoup vers la fin de saison, je me suis dit, ouais, il faut que je rebondisse ailleurs.
Et puis le club non plus ne m'a pas empêché de partir. Parce qu'il y a quand même, là je remets le contexte, mais il y a quand même les Monterrubio, Alexander Frey et Monterrubio, c'était un duo de fou. C'est vrai que trouver du temps pour Ah, ça. quand tu vois ce truc-là, c'est que ce duo-là, même si Monterrubio il joue sur le côté, ça a été un genre sur 20 passes décisives sur Ouais, 20 passes décisives dans la saison, ça a été 15 pour Alexander ouais, Frey. Tu carrément, vois. carrément. Donc voilà, C'est vrai. c'est comme ça. Tu le vois, tu le ressens après. Mais moi, je pense que c'était aussi peut-être bénéfique pour moi de pouvoir rebondir dans un club mythique. Ouais, parce que on va y venir à cette période. Et franchement, moi, avec mes souvenirs de gamin qui kiffait le foot, parce que j'étais tout jeune à l'époque, mais de gamin qui kiffait le foot, j'avais un plaisir à vous voir. J'avais un plaisir à voir cette équipe de l'AS. Mais attends, je suis en train de passer trop vite parce que j'ai envie de parler de cette période-là, mais j'ai des questions à te poser avant. La première question, c'est comment l'idée de rejoindre ce club qui, au final, la saison d'avant, est champion de Ligue 2, Ouais. comment te vient l'idée de rejoindre ce club-là? Parce que vu les performances que tu réalises avant, ton ancienneté à ce moment-là dans la Ligue 1, je pense qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui se manifestent quand même, non? Écoute, j'en ai pas trop eu connaissance. Franchement, Ok, à l'époque, je n'ai pas trop eu connaissance de beaucoup de clubs de Ligue 1 qui se sont intéressés, je pense. Mais mon agent, il m'en a pas parlé à d'accord. l'époque. Et il m'a surtout dit qu'il y a voilà, il y a Saint-Étienne qui va monter. Viens voir un match. J'ai été voir un match de Saint-Étienne le jour où justement Brido il met ce but là pour la montée. Et j'étais dans la Ah ouais. tribune et je me suis dit ah ouais les supporters et tout mortel le club. Après, bien évidemment, tu commences à te replonger dans l'histoire. Tu vois que Platini l'a joué Hmm. là-bas. Tu vois que ça a été un grand club français. Et finalement, tu te dis, bah, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Et puis, ça s'est fait. J'ai déjeuné avec Damien Comolli, avec Romeyer et tout, avec le coach aussi, puisque Eli Bopp, il avait, malheureusement, pour Fred Antonetti, ils ont décidé de se séparer de Fred. Mais après, voilà, ça a été. Damien Comolli est arrivé en tant que directeur sportif. Eli Bopp, il est arrivé en tant qu'entraîneur. Et puis, ils ont voulu voilà, des joueurs aussi, parce que ça joue le maintien en vérité. Ça joue le maintien. Le club, il vient de monter, donc tu joues le maintien. Par contre, ils voulaient des joueurs un peu aguerris de Ligue 1, ce qu'ils n'avaient pas Hmm. Hmm. de cette équipe de Saint-Étienne. Mais quand j'arrive, moi, à Saint-Étienne, Fendouno, Piquiol, Camara, Ouais. c'était pas non plus des joueurs, Anthony Le Tallec, qui était à Liverpool. Ouais. Voilà quoi, c'était. Alors, c'était pas, je vais pas dire, c'était pas des grands noms de la Ligue 1 qui avaient explosé la Ligue 1, mais on est venu quand même pour aider le club à se maintenir. Et on l'a fait plus que bien en plus. Quand on te vend le projet et le rôle qu'on veut que tu y joues, on te donne un rôle de cadre, on te donne un rôle particulier ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Simplement, je sais que je suis attendu au tournant puisque je suis dans un club. On a Lilian Compan qui avait fait toute la Ligue 2, a été le meilleur buteur, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Moi, j'arrive et je l'enlève. Ça devient Hmm. mon remplaçant. Compliqué, tu vois, de faire Ouais. comprendre en fait aux supporters qu'il y a un nouveau joueur qui arrive, qui va prendre la place d'un des chouchous. Il faut faire ses preuves. C'est pas facile, hein. On a beaucoup de Non. pression malgré tout Ouais. de pouvoir venir dans ce truc avec Pascal. Et le premier match qu'on fait, je me rappelle à Ajaccio, on va saluer les supporters, presque ils nous crachent dessus, tu vois, parce que ils ont peut-être pas encore accepté notre venue. Et ça a été des moments particuliers. Donc, forcément, il faut que tu fasses tes preuves. Et faire ses preuves quand nous, on joue, attaquant, bah, il faut marquer des buts et mouiller le maillot. À quel moment tu sens la bascule se faire auprès des supporters? Parce que ce soit dans notre première fois, enfin, notre première fois, la première fois que je t'ai rencontré, on a parlé ensemble pendant une interview, tu m'as parlé de cet accrochage qu'il y avait eu avec un supporter aussi, en sortie de stade. Il y a aussi cet épisode-là du maillot. Vous jetez les maillots, vous donnez les maillots aux fans, ils vous les rendent déchirés. Et ça, c'est lunaire comme épisode, Incroyable. c'est lunaire. C'est incroyable. Comment est-ce que tu arrives à faire basculer cette situation-là? À quel moment tu sens que ça bascule? Parce que je suppose que c'est les performances, mais toi, est-ce il y a un déclic qui fait que dans tes souvenirs, tu te dis, ouais, là, la relation, elle a changé. Non, moi, c'était juste à partir du moment où j'ai commencé à marquer, c'est vrai. C'est des matchs où Pascal et moi, on arrivait à avoir ce duo la première saison où ça a été exceptionnel. Franchement, on avait une équipe de fous avec Didier Zokora derrière, Fous Diawara, Ilunga, Vincent Ognon, Sablé qui était là, et le Buick.
Et Fred Mendy, même, voilà, qui était dans cette équipe, Jérémy Janot. On avait une équipe de copains. On avait une équipe de copains. Et à un moment donné, je pense même que les cadres, parce que moi, je pense pas être un cadre, mais les cadres, Vincent Ognon, les cadres de la Ligue 2, je te parle, hein, Jérémy Janot, Vincent Ognon, Julien Sablé, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû aussi nous aider par rapport aux supporters. Parce qu'on n'était pas venu pour voler la vedette des joueurs qui étaient là avant, simplement pour aider l'équipe. Et bah, c'est vrai que quelquefois, les performances, elles peuvent ne pas fonctionner. Et donc, forcément, on est critiqué. Mais ça on l'accepte. Après, par contre, quand on a bien joué, on a vraiment bien joué parce qu'on a mis vraiment des raclés à Saint-Étienne. On Oh, a vraiment mis des raclés ouais, à Saint-Étienne. vous avez été fou, vous avez été incroyable. Vous avez été incroyable, et ce qui est fou, c'est que là, tu vois, on est en train de retracer ta carrière. Il y a des clubs importants, il y a des durées plus ou moins longues. Mais moi, quand je pense Fred Picken, je pense à ce maillot vert. Et je pense Ouais, au duo moi aussi, avec Fine. En France, franchement, et à chaque fois, on me pose la question. C'est le club dans lequel je me suis vraiment révélé, ça c'est vrai. Ok, C'est ok. le club dans lequel je me suis le plus épanoui parce on avait vraiment une très très bonne équipe. Je pense que c'est aussi l'âge. J'avais 25, 26 ans, 27 ans, ouais, 26 ans à Saint-Étienne où c'était vraiment voilà, le top, même s'il y a eu des hauts et des bas, avec des bas vraiment très bas. Ouais. Mais voilà, c'était quand même pour moi une expérience assez exceptionnelle. C'était exceptionnel à Saint-Étienne. En termes de performance, cette fameuse saison, vous terminez sixième. Ouais. Pour un promu, hein. Un promu qui termine sixième. J'ai retracé tous les matchs de la saison. En championnat, il y a 9 défaites. Il y a 9 défaites, dont seulement... Elles sont toutes à l'extérieur, il n'y en a que 2 à domicile. Il y a Monaco Premier match. et il y a l'OL. 3-2. Quand tu as ce bilan-là, je suis obligé de me dire, mais c'est pas possible. La magie, quand tu arrives dans ce club, toi, tu es obligé de la sentir tout de suite dans cette équipe, qu'il y a de la qualité, qu'il y a une espèce de fougue, d'insouciance qui va t'emmener loin. Tu le sens d'entrée ou pas? Bah, tu le sens parce qu'il y a vraiment des bons joueurs qui sont arrivés. Mais malgré tout, il faut garder aussi la tête froide. Parce que tu vois que la deuxième saison, on a essayé de se Ouais. renforcer. Et la deuxième saison, elle n'est pas du tout comme celle Non. qui était prévue. Non, c'est Est-ce vrai. que c'est le fait de justement de voir cette sixième place qui nous est montée à la tête? Est-ce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires pour garder ce cap? Je pense que oui, bien évidemment, puisque tu n'as pas des résultats si tu ne te remets pas assez tout le temps en question. Et puis derrière ça, ça a été difficile aussi avec les supporters. Donc voilà, ça a été tout un ensemble en fait qui a fait que la deuxième saison n'a pas été au rendez-vous. Je pense que c'est ça. Parce que la troisième, comme par hasard, les 6 premiers mois de la troisième saison, c'est reparti de plus belle. Ouais. Donc, donc voilà, la deuxième saison, elle a été très, très dure. Très, très dure. Revenons à cette première saison, parce qu'il y a quand même cette association, et j'ai besoin de savoir un petit peu les détails de tout ça. Il y a cette association avec Pascal Fainduno. J'adorais ce joueur. Sous-côté de fou. J'adorais ce joueur. J'adorais l'association que tu représentais avec lui. Est-ce que la relation, elle est forte d'entrée ou pas? Parce qu'on a, comme tu dis, on a l'impression de voir deux copains. Est-ce que ça se résumait au terrain? Est-ce que ça allait plus loin que le terrain? Comment c'est la vie avec Fainduno pour toi? Mais Pascal, je ne sais pas si les gens le savent, mais Pascal, moi, je ne le connais pas de Saint-Étienne. Hein. Ok, tu Pascal, le je le connais d'où? connais depuis avant. Ok, Pascal, je le connais quand il était à Lorient. ok, Donc, quand il était à Lorient, pote avec Darche, Darche ouais, qui est pote avec moi. Donc, moi, souvent à Lorient. Et donc, en fait, ok, ce petit groupe, on se connaissait déjà. Il d'accord. était prêté par Bordeaux, Pascal. En plus, Pascal, il a eu Eli Bob. Donc, Eli, il a tout fait pour avoir Pascal dans l'équipe, derrière ça. D'accord, C'est comme ça que d'accord. moi, Pascal, quand il arrive à saint mais Pascal, c'est déjà mon pote depuis longtemps, depuis trois. Donc, c'est quoi, quand toi t'es pote avec lui, c'est ton époque à Rennes? Ouais, Ok, de mon époque à Rennes, on est déjà potes. ok, tout s'explique, d'accord. Parce que, bon, alors, tous ceux qui regardent, tapez Pascal Fainduno sur YouTube et régalez-vous, je vous dis que ça, parce que c'est un plaisir. Il, Pascal Fenduno. Ah ouais, vous allez vous régaler, c'est incroyable. Toi, tu l'as déjà décrit comme étant le Zidane noir, si je reprends tes mots. Ouais, non, mais c'est la vérité. Il avait des gestes. Pascal et moi, on avait un truc, c'est qu'on n'avait même pas besoin de se regarder
pour jouer ensemble. Il savait comment mettre le ballon, il était trop fort en fait. Et même pas que avec moi, c'est avec tout le monde en vérité. Il arrivait en une fraction de seconde d'analyser le partenaire avec lequel il va jouer. Et il voyait tout avant. Ouais, Donc, tu ouais, avais toi. juste en fait à faire ton appel ou de te positionner correctement et il te mettait le ballon. Voilà. Pied droit, pied gauche, pas de problème. C'est comme ça, c'est Pascal. Ouais, c'est vrai. Eh, il pue le football, c'est un truc de fou, il pue le football. Mais dis-moi, parce que nous, quand on voit tous ces talents-là, surtout à la fin de la première saison, on se dit, bon, allez, vas-y. Il y a deux solutions. Soit ça part aux quatre coins de l'Europe, ou au moins aux quatre coins de la France. Je pense à l'étape au-dessus, hein. L'OM, allez, je vais mettre Monaco dans l'étape au-dessus, parce que quand même, Ouais, à c'est l'époque, costaud. Le Paris Saint-Germain, voilà, je pense à ces clubs-là. Soit ça part à l'étranger. Finalement, il y a quand même un beau noyau dur qui reste. ouais, Le coach. à part les prêtés, Ouais. comme justement Otto Le Tallec, je crois, qui était prêté par Liverpool, mais qui repart. Mais sinon, Didier Zokora aussi, au bout d'une saison qui est parti à Tottenham, Ouais. il mérite Très pas reçu. précieux aussi, Zokora, très précieux. Mais sinon, c'est vrai que le noyau dur, il est là, il est resté. Ouais, il est là. Le Il est là. noyau, il est là. Pascal est Donc resté, je suis resté. tu Ils ont tu me parles d'un relâchement, les mais options d'achat, ouais. ouais. Tu me parles d'un relâchement, mais est-ce que toi tu le sens quand tu y es, au moment où tu y es? Est-ce que tu sens à la reprise? Est-ce que le coach vous avertit par rapport à ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu moins présent dans l'exigence, dans l'implication, dans tout ça? Non, non, parce que c'est toujours c'est les mêmes entraînements, c'est les mêmes consignes, c'est les mêmes choses. Donc on se dit, je pense qu'inconsciemment, on se dit, bah, c'est bon, on a fait sixième, ça va le refaire. Ok. Mais l'exigence du haut niveau, c'est pas ça. C'est vraiment de se remettre tout le temps en question. Et on a vu que finalement, on n'était pas bien. On était vraiment pas bien. Collectivement. Pour que les gens comprennent un peu, l'ambiance en interne, surtout sur cette première saison, elle était incroyable. Il y a ce fameux épisode avec, avec Foussini Diawara et une Smart dans les couloirs, dans les vestiaires. Ouais. Il est rentré avec sa smart. Je vais te laisser me raconter cette anecdote-là, mais surtout, est-ce que l'ambiance, c'est vraiment ça tout au long de ton temps à Saint-Etienne, ou est-ce que ça s'arrête justement quand les résultats deviennent compliqués? Non, c'est tout au long, c'est ça, c'est la même chose. Il n'y a pas eu même quand les résultats étaient compliqués, on était vraiment soudés tous ensemble. Et il y en avait pas, il y avait pas de critique de l'un envers l'autre. Vraiment. Alors Ok. après, peut-être que ça se passe en interne et que je suis pas au courant. Mais en tout cas, de ce que je voyais, les entraînements, le vestiaire et tout, on était vraiment soudés. Vraiment soudés. Et l'anecdote de fou, c'est fou parce que jamais de la vie, on aurait pensé rentrer avec sa smart dans le couloir, quoi. Mais jamais de la vie. Jamais, jamais. Et comment elle vient l'idée? Comment elle vient l'idée? Mais l'idée, je sais même plus comment elle vient l'idée. À un moment donné, on entend un bruit, une voiture comme ça qui rentre dans. On dit, mais c'est pas possible. Et tout le monde veut rentrer dedans après. Il dit, mais alors, incroyable. On avait un jeu aussi à midi, on mettait du dentifrice dans les serrures des voitures. Ah, c'est des trucs à la con, hein. Mais voilà, Ouais, mais ça fait une ambiance. ça faisait rigoler, ça faisait une ambiance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, tu l'as dit, à cette sixième place. Du coup, on termine cette première saison. Il y a cette sixième place. Vous avez terrorisé la Ligue 1. Et en même temps, rendu heureux, je pense, tous les suiveurs de la Ligue 1 parce que vous faisiez à la fois peur, mais en même temps, quand on vous voyait frapper les autres équipes, on se régalait. Et même quand vous tapiez les équipes qu'on supportait, on se régalait. C'était beau à voir. C'était frais, c'était vivant, bref, c'était beau surtout. Et puis, ça faisait l'histoire. C'était le club emblématique qui revient en Ligue 1 et qui fracasse tout sur son passage. C'était incroyable. Sixième, il y a le chaudron, tu m'en as parlé, qui peut être incroyable quand tout va bien. Il y a cet épisode de maillot déchiré, il y a cet épisode de friction en sortie de stade une fois aussi avec un supporter. Est-ce qu'on peut comparer cette ambiance, ce monde-là, à celui de l'OM par exemple? De ce que tu vois aujourd'hui en tant que consultant? Que ça peut être un plus comme ça peut être compliqué à gérer. Ouais, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Moi, il faut pas oublier que moi, en plus, c'était ma cinquième saison Ouais, dans le football professionnel. ouais. Donc, compliqué à gérer, compliqué à se dire que de se faire siffler par ses propres supporters, compliqué à gérer quand tu commences à lire des banderoles sur toi
pendant les matchs, quelle concentration tu peux avoir. Alors, on va dire, ouais, mais tu es professionnel, tu dois être. Ouais, mais avant tout d'être professionnel, tu es un humain. Hmm. Et forcément, t'as des émotions. Et c'est compliqué, c'est dur. Parce que moi, et justement, cette année-là, j'avais dit avant la fin avant la fin du championnat, j'avais dit au coach, écoute, pour moi, c'est très dur. J'arrive pas. Commence à prévoir, et même aux dirigeants, j'ai dit, commencez à prévoir l'année prochaine un autre attaquant. Parce que avec mes agents, on va tout faire pour partir. Ok. Je peux pas rester dans ce contexte-là, tu vois. On dit, mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu vas voir. Là, là. Et finalement, après discussion, même si j'avais des clubs, hein, j'aurais pu partir en Angleterre bien avant. J'avais des clubs et tout. Est-ce que c'était le bon moment? Ça, je ne sais pas et on ne le saura jamais. Mais en tout cas, je suis resté. Et puis finalement, ils ont recruté Ilan et voilà. On est reparti de plus belle, un nouveau coach, une nouvelle dynamique, un nouveau système. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti et c'est reparti de plus belle. Parce que là aussi, les 6 premiers mois qu'on fait avec Sainté, sur la troisième saison, c'est les 6 plus gros premiers mois que j'ai fait de ma carrière, de n'importe quel club. C'est plus fort que tes 6 premiers mois. Que tes 6 premiers mois dans le club. Ah ouais, c'est les plus forts. C'est les plus forts, ceux-là. On tapait tout le monde. On tapait tout le monde. À domicile, en tout cas, on avait un tarif, c'était 3-0. Mais c'était un truc de. Même moi, des fois, je comprenais même pas la force qu'on avait à domicile. Déjà, quand tu rentrais dans le couloir, dans les escaliers, il y avait marqué ici, c'est le chaudron. Et là, déjà, dans le regard des adversaires, ils se la racontaient un peu. Non, il n'y a pas de raconter. Nous, on arrivait, déjà rien que la première action, profondeur, direct, soupape. Et là, le match, il démarre. Paris, ils sont venus, on les a tapés. Marseille, ils sont venus, on les a tapés. Il n'y a que nous, on n'arrivait pas. Mais le reste, ils sont tous venus prendre la raclée à domicile, tranquille, Et pourquoi ça dure pas toute la saison? parce que je pars. Mais ils ont fait une bonne fin de saison, parce qu'à l'époque, je me rappelle, quand moi je pars, on est troisième du championnat, Oui, mais justement, pourquoi toi tu vas pas au bout? parce qu'il y a des sollicitations. Elles étaient immanquables à tes yeux? Les sollicitations, c'était le train il passe, tu sais pas s'il repasse? Bah, c'est clair. Tu as un club qui est champion de France depuis 4 ans, qui est premier du championnat, qui vient de chercher. Tu fais une culbute sur un transfert. Alors, certes, c'est clair que en mercato. Je pense qu'on aurait pu avoir une discussion. Il y a des mots qui ont été très, très durs de ma part et aussi ceux du club. Comment ça? D'où les mots que j'ai pu sortir à l'époque. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi euh, je ne pouvais pas aller dans le meilleur club français de l'époque. C'est tout. Et on m'a bien fait comprendre, tais-toi, reste à ta place. Et voilà pourquoi moi j'ai sorti des mots qui ont été très compliqués, que les gens ils peuvent pas savoir, parce qu'ils se disent, ouais, mais tu gagnes ci, tu gagnes ci. Ouais, mais au fond, autour de la table, quand tu vois le regard du dirigeant qui te regarde et qui te parle d'une certaine manière, tu dis, ah ouais, ah bon, d'accord. Ah, c'est comme ça donc c'est comme ça. Je dois m'asseoir, me taire, rien dire et faire comme là, vous voulez. Mais c'est impossible. C'est impossible à un moment donné. Mais pourquoi est-ce que la relation elle bascule à ça alors que comme tu dis, sur le terrain tout roule, tu fais partie des grands noms de cette équipe-là, des cadres de cette équipe-là, des hommes en forme, c'est pas comme si tu étais en train de d'être ingérable sur le côté ou qu'on t'avait sorti de la mouise ou j'en sais rien. Le mariage entre toi et Sainté, il s'est bien fait, au moment idéal pour tout le monde. Ta pierre à l'édifice, bah on a pu la sentir dès ton arrivée. Ok, il y a la deuxième saison qui est compliquée, mais c'est pas de ton fait, c'est du fait du club de manière générale, parce qu'on sent qu'il y a eu une enflammade et que ça retombe un peu. Pourquoi au moment où tout roule, la relation entre toi et les dirigeants elle bascule comme ça? C'est juste une histoire de gros sous? C'est une histoire de sous et c'est surtout une histoire qui ne veut pas discuter. Ils ne veulent pas discuter. Moi, je te pose une question. Mhm. Tu as un joueur de ton effectif qui est sollicité. Ouais. Il lui reste 1 an et demi de contrat. Toi, tu es dirigeant d'un club, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que je le vends. 1 an et demi de contrat, toi, tu penses que tu le vends. Mais si toi, Bah, dans ta tête, en fait, il y a trop d'exemples, moi, que j'ai connus récemment avec Kylian Mbappé qui se retrouve avec 1 an de contrat et que, au final, bah, t'as plus du tout la main mise sur la situation pour me dire, je m'aventure à attendre le dernier mercato. Parce qu'on sait pas, imagine, sur les 6 derniers mois, tu te blesses.
Moi, je suis bloqué avec toi qui as le pouvoir en tant que joueur, et moi, en tant que club, je suis un peu plié à ta volonté. À 1 an et demi, je me dis, les clubs, ils sont pas forcément tentés d'attendre, parce qu'un an et demi dans le foot, c'est super long. Je peux encore tirer gros sous, même si c'est le mercato d'hiver. Donc toi, Je me dis ça. tu vends. Je pense que je vends, ouais. Bah, il y a deux solutions. Donc soit tu vends, soit tu prolonges ton joueur. Ah oui, ou tu prolonges ton joueur. Moi, je me mets dans l'idée que tu as envie de partir. Mais si tu es chaud pour rester, oui, je te prolonge. Puisque bah, moi, j'avais pas. Mais à la base, tu sais, ça a pris. Tu sais, cette histoire de Lyon, ça a pris du dernier match de championnat, donc de la trêve, donc depuis décembre, jusqu'au 31 janvier. On n'est pas là à se dire, ouais, ça a été un coup de tête la dernière semaine, ils sont venus vers des. Non, 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 Ok, ok. Oui, non, je te prolonge. Pardon, c'est vrai, s'il y a l'option je te ça a prolonge, je te été un prolonge. mois. Bah, soit tu prolonges, tu dis, bon, écoute, c'est nos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on est dans une position idéale. Il a envie de partir à Lyon, on comprend. Mais nous, on n'a pas envie de vendre. Eh ben, on va faire un effort. Soit on te prolonge et on te dit, tu auras une revalorisation l'année prochaine. Parce que moi, je faisais partie des joueurs les moins bien payés des attaquants. Ah, même à Saint-Étienne. Ah ouais, je faisais pas partie des meilleurs salaires, hein, attention, hein. Parce que je me dis, avec ton statut de joueur de Ligue 1, de tout ça. C'est pour ça que quand je te dis qu'il y a eu des mots forts Ok, dans le, autour de la table, ouais, si les gens qui étaient pas là, ils peuvent pas s'imaginer. non. Mais quand on arrive dans des discussions, tu me dis, écoute, Fred, tu pars pas, ok, pas de problème. Par contre, viens, on signe un truc sous sein privé, t'inquiète pas, on va te mettre bien, nous on compte sur toi, nanana. Et c'est comme ça que ça se passe normalement. Ouais, Pas rien ouais, je du suis tout. d'accord avec toi. Écoute, tu pars pas, ferme ta bouche, c'est comme ça, et si t'es pas content, tu vas jouer en réserve. Ah bon? Bon, ben ok, ben voilà. Et je suis quand même parti. Alors, je suis pas parti à Lyon, mais je suis parti à Monaco. Pourquoi tout ce cinéma à la fin que tu me laisses partir quand même? C'est ça que je comprends pas. C'est parce que c'était Lyon, en fait. Parce que c'était Lyon. Ouais, donc ils pouvaient pas imaginer de faire partir leur attaquant phare à Lyon, quoi. Non, alors qu'ils ont fait partir d'autres attaquants parce qu'ils ont besoin d'argent. Ouais, Euh, mais c'est Lyon. Mais ok, je comprends ce que tu veux dire. non, mais il y a d'autres joueurs qui ont fait Saint-Étienne-Lyon ou Oui, oui, Lyon-Saint-Étienne oui. dans, Oui, oui. dans, dans des circonstances, je dirais, pas forcément les mêmes. Mais quand Saint-Étienne avait besoin d'argent, ils ont vendu Baffé à Lyon. Ça leur a pas Oui. posé de problème parce il y avait une belle somme. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que en fait, chaque mouvement a sa spécificité. Et Mhm. la mienne, elle était là. Et malgré tout, je pars à Monaco. Et un an et demi après, je vais à Lyon. C'est pour ça, en fait, que je comprends pas trop la logique. C'est Moi non plus. tu retiens comme ça à fond un mec qui a été toujours droit avec toi, avec qui ça s'est bien passé, tu l'empêches de partir à Lyon pour finalement le vendre quand même à Monaco. Parce qu'à la gare, si t'avais gardé et que t'avais dit, écoute, on est super bien en Ligue 1, l'idée c'est de finir au maximum le plus haut possible dans le championnat, on n'a pas envie de toucher un effectif qui fonctionne, on en reparle en fin de saison, que ce soit prolongation ou vente. Mais là, pour finalement te Même ça, il n'y avait vendre, rien. Même ça, ce que tu viens d'avoir comme discussion, c'est la logique. Ça, on me l'a jamais dit. parce que ça, en vrai, même si t'es frustré, tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre. Et moi, quand je dis, moi, je sais que quand je discutais avec le coach, il me comprenait, il savait, il avait vu quand même des qualités chez moi pour me dire, bah oui, si tu vas à Lyon, le mec, il va aller à Lyon, il va exploser, surtout dans l'équipe de Lyon qu'il y avait à l'époque. Donc, il y aurait pas eu de souci. Par contre, tu me dis, non, nous, on a besoin de toi. Vas-y, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, en fin de saison, on rediscute. Même pas tout ça, rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, après, bon, ça y est, c'est fait. Je suis parti à Ouais. Monaco. Hmm. J'ai fait ma demi-saison. Je pars à Monaco. J'ai ma sélection. Ça se trouve, je l'aurais pas eu, hein. Si j'étais resté à Saint-Étienne, non, je sais pas. Mais À cette période-là, tu marches sur l'eau moi, quand je même. pense que je l'aurais eu quand même, ouais. Je pense que Ouais, quand même, faut pas déconner. c'est grâce à ces 6 premiers mois que j'ai fait à Saint-Étienne que. Bah oui, parce que finalement, elle arrive quand même vite, hein, la première sélection, elle arrive en mars, donc c'est quoi, 2 mois après ton départ, à peine ouais, non, non, tu l'aurais eu, c'est sûr. C'est les 6 mois qui font que tu l'as. Mais du coup, dans ma question, il y avait pourquoi Monaco? Parce que j'avais eu vent justement de ce conflit vis-à-vis de l'OL.
Et je me suis dit, mais pourquoi du coup Monaco? Mais c'est parce qu'il y a un nom. Alors, est-ce que ça se ressent dans tes performances et dans ton adaptation à Monaco? Que c'est pas forcément ce que tu voulais au départ? Non, non, non. Maintenant, je voulais partir de toute façon. Il y Ok. avait un point de non-retour à saint. Ouais, bien sûr. Et même parti, le coach m'avait laissé même une semaine. Depuis la mi-janvier, je m'étais plus entraîné vraiment avec le groupe. Il m'avait laissé partir pour me laver la tête et tout ça. Et il y avait un point de non-retour. Donc, quand j'arrive à Monaco, c'est un soulagement, en fait. Mhm. Et d'ailleurs, ça a été tellement un soulagement que premier match, je marque, deuxième match, je marque, troisième match, je marque. Ça a été comme ça, tu vois. Ça a été de bons matchs jusqu'à la fin de saison, tu vois, avec Monaco. Ok. Même si Ok. Monaco était dans une situation aussi très compliquée. Très Donc il faut compliquée. tellement que tu partes que tu es dans ce Monaco-là un petit peu moribond. Ouais, Ok. j'avais Lens ou Monaco. Mais c'est fou, il y a personne d'autre. Parce que Fred, on parle de la période où tu es Ouais, en je sais forme. pas. Ça, il faudrait en parler. Ça, c'est vrai. En plus, j'ai jamais posé la question vraiment à mes agents de l'époque. Mais je pense qu'il y avait des clubs. Bah, parce que tu peux pas avoir juste le meilleur club de France qui vient taper à la porte et Monaco qui est en galère. C'est pas possible. Il y Non, a non, soit l'Angleterre, il y a euh, le PSG, il y a des clubs. non, non, j'avais des clubs, mais je sais pas lesquels. Et puis, je me suis vraiment pratiquement jamais intéressé non plus. Ouais, c'était Lyon dans ta tête, quoi. Mais c'était vrai, c'était Lyon dans ma tête parce que c'était ça, championnat de France. En plus, le truc, c'est que je connaissais tout le monde à Lyon. Tous Ouais, mes potes, tous mes potes, ils étaient à Lyon, quoi. Enfin, tous mes potes. J'en connaissais beaucoup, ouais, tu vois. Et puis, j'étais ouais. respecté aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Ok, J'étais je comprends. respecté par les gars. Mais bon, c'est comme ça, hein, ce sont des choses de ma vie. Tu as vu, quand on parlait Ouais. de vie atypique, ben voilà. Non, mais et puis faut aussi, malgré ces frustrations-là, faut aussi apprécier parce que il y a moins de 20 minutes, on parlait d'un jeune homme qui débarque en France et qui galère pour toucher son rêve. Et finalement, on parle d'être sollicité et d'une frustration de pas signer dans le meilleur club de France. Ouais, Faut savoir ouais, savourer quand même, mais je comprends la frustration. Du coup, Monaco, on va faire très vite sur le sujet parce que ouais, je reste pas longtemps de toute façon. Monaco et Lyon, ouais, donc c'est vite, hein. Il n'y a pas on de va, souci. on va faire vite du coup. Mais en fait, comment tu vis ta période Monaco? Parce qu'on a l'impression que le club signe à ce moment-là, hein, cette période-là vraiment précise, parce que je vais pas non plus manquer de respect à Monaco, mais on sent que le club moribond signe un joueur qui est un peu trop en forme par rapport à ce qu'est l'équipe à ce moment-là, que toi, tu dois prétendre à un club qui joue la Ligue des Champions et que finalement que tu te retrouves dans un club de milieu de tableau. Donc est-ce qu'on a conscience de ça quand on y est et comment on le vit? Non, on n'a pas conscience de ça parce que 6 mois avant, c'était une finale de Ligue des Champions. Ouais. Donc finalement, j'arrive dans un groupe qui a besoin de digérer cette finale et qui n'a pas démarré la saison comme il le fallait, tout simplement. Et moi, j'arrive dans ce groupe-là avec des fortes personnalités. Donc je me fais quand même tout petit, hein. Il y a Yann Kohler devant, Bernardi, Givet, Flavio Roma dans les buts. Et j'arrive pas en terrain conquis, hein. Bien sûr. Donc, j'arrive dans un groupe où ils m'ont quand même accepté, très bien accepté d'ailleurs. Et j'ai essayé de faire mon boulot du mieux possible, même si c'était pas évident. Mais voilà, franchement, j'ai passé 18 mois à Monaco, 18 mois top. Alors, c'est pas aussi exceptionnel qu'à Saint-Étienne par rapport aux performances. Par contre, le club, la grandeur du club, ça a été vraiment exceptionnel. C'était vraiment un club qui m'a marqué aussi, Monaco. Vraiment. Est-ce que la transition Monaco, par rapport à ce qu'il représente, l'ampleur, son prestige en Ligue 1, qui comparé à Saint-Étienne, à ce moment-là, je parle pas du Saint-Étienne du passé, je parle du Saint-Étienne qui revient, est-ce que ça permet une transition vers Lyon, le fait de retrouver des joueurs avec un certain statut, de retrouver une espèce de fonctionnement politique aussi? Est-ce que ça t'a préparé à ça ou pas? Pas du tout. Parce que je pensais vraiment pas aller repartir à Lyon. Je t'annonce vraiment. Vraiment, Lyon, ça s'est fait parce que je pense que si c'est pas Claude Puel qui arrive à Lyon, je pense que je serais pas été à Lyon et j'aurais continué à Monaco. Je pense. C'est Claude Puel qui a insisté pour m'avoir dans son équipe parce que je leur avais fait mal aussi, hein, avec Saint-Étienne quand il avait Lille et même avec Monaco. Je leur avais fait mal. Il avait vu des qualités que j'aurais pu lui aussi par rapport à cette équipe de Lyon le satisfaire dans son évolution. Mais finalement, ça s'est pas bien passé comme moi je le souhaitais, et comme lui il a sûrement le souhaitait aussi.
Parce D'accord. que, pour différentes raisons que moi, je n'ai pas encore eu cette franche discussion avec lui, même si on s'est revu après et je lui ai toujours dit, mais on s'en est amusé quand je le vois, quand on joue avec, quand on a joué avec le Variété, etc. Je lui dis, oh, toi, hein, quand je jouais là, c'était comment, Claude? Il me dit, ouais, mais tu sais, on n'a jamais eu encore cette discussion assez franche pour dire, voilà, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'était moi dans mes qualités qui allaient pas, mes entraînements, ou est-ce que alors c'était lui qui n'arrivait pas à gérer le fait de me voir comme un remplaçant ou comme un joueur de complément ou comme un joueur, un duo avec Karim? Alors que quand je discute avec Juni et les autres, ils me disent à chaque fois, bah, nous, on avait une équipe, on avait besoin d'avoir de bons joueurs, de voir de très bons joueurs pour que justement à l'entraînement, on puisse se donner à fond pour performer. Ça, je peux le comprendre aussi, tu vois. Malgré tout, j'aurais aimé voir, voilà, avoir une saison meilleure. Une saison meilleure. Le contexte dans lequel tu arrives, toi, à l'OL, tu sens un club qui t'accueille avec une excitation ou il y a une certaine appréhension de ta part? Non, non, une appréhension, bien évidemment. J'arrive 1 an et demi avant, j'étais à Saint-Étienne. Déjà, c'est très compliqué avec les supporters. Ouais, très compliqué, ouais. Très, très dur, très, très dur. Ensuite, il faut se faire accepter, même si j'ai eu des mots sympas de certains en disant que malgré tout, voilà, ils aiment bien la façon dont je joue parce que je lâche rien et que je mouille le maillot à chaque fois que j'ai joué, à chaque fois que j'ai pu, en tout cas. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez dur, très, 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 très dur. Une année très, très, très difficile sur le plan émotionnel et sur le plan quantitatif de match aussi, parce que voilà, j'aurais préféré jouer un petit peu plus, avoir une certaine confiance du club, confiance du coach. Je pense que c'est ça, les coéquipiers, il n'y a pas de problème. Mais quand derrière toi, tu as aussi voilà, le club qui t'aide aussi à t'intégrer beaucoup plus et que le coach t'intègre aussi beaucoup plus dans l'effectif et dans le club, c'est beaucoup mieux quand même par rapport pour un joueur. Tu m'as parlé de ta relation avec Claude Puel, mais la relation générale de Claude Puel avec ce groupe, avec ce club, elle a été quand même assez compliquée. C'est beaucoup de hauts et de bas. Les autres Lyonnais qui sont passés, les autres anciens Lyonnais qui sont passés dans cette émission m'ont parlé de un homme qui était venu, et ça faisait partie de ses missions, pour chambouler un petit peu les habitudes qui avaient été prises, qu'il fallait un peu secouer les anciens qui étaient en terrain conquis pour redynamiser un petit peu, que ce soit les performances, l'esprit de compétition, etc. Est-ce que toi, tu le sens tout de suite, ça, qu'il y a un petit truc qui se passe mal entre le coach et le groupe? Non, je ne le ressens pas tout de suite. Je le ressens à partir du moment où il y a les résultats qui ne sont plus là et que Lyon, justement, il commence à perdre sa première place. C'est là que tu commences de toute façon, c'est là que tu commences quand les résultats ne vont pas, c'est là que tu commences à voir les petites bêtes et les petites choses de vestiaire qui font que ça ne va pas. Et le fait aussi que Claude aussi joue avec nous. Je pense que ça a été une erreur. Une erreur parce que ça s'était pas vu à Lyon. Alors on le savait, hein. Il y avait des Hmm. dires. À Lille, il le faisait déjà. À Monaco, il le faisait déjà. Mais à Lyon, on ne connaissait pas ce genre de choses. Ton coach, manager général pratiquement du club qui vient et qui joue. Ça n'existe pas, ça. Mais attends, mais il jouait. Il jouait au taureau ou il jouait à tous les exercices? Il jouait quand il y avait les matchs. Il y avait des matchs, il jouait, il était là. Il Ah ouais, jouait. non, ouais, ça c'est bizarre. Donc ça veut dire que. Alors, quel recul tu peux avoir sur ton groupe quand tu es sur le terrain? Ouais, c'est bizarre ça. Et Ouais, tellement c'est il jouait bizarre. qu'un jour, il a pris un tac. Kader Keita, il lui a mis un tac exceptionnel. Il l'a soulevé en torse, tout. Allez, allez, Ah ouais, dehors. en torse tout Ah, ça? en torse, tout. Il lui a tout. Dégage. Non, non, mais c'était une année, ouais, une Ok. année un peu bizarre. Et je suis parti après. Je suis parti parce qu'à la fin de l'année, il fallait que je parte. Et c'est là que je suis parti. C'est l'année la plus compliquée que tu as eu à gérer toi dans ta carrière ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est l'année la plus compliquée parce qu'on avait tout fait justement pour venir à Lyon dans de bonnes conditions, Mhm. bon salaire, bonnes conditions, en espérant en tout cas faire la majeure partie avec Karim, un duo de ouf. Je vois pas pourquoi ça s'est super bien passé avec Ilan et ça se passerait pas avec Karim, alors Mhm. Karim il était meilleur, c'est la vérité. Ouais, mais un profil sensiblement. Alors évidemment, il n'y a même pas débat, hein, les qualités de Karim Benzema, elles sont sans commune mesure avec celles d'Ilan, même si Ilan était un très bon joueur de Ligue 1. Voilà, Karim, c'est Real Madrid, c'est bref, c'est
top 3 des meilleurs attaquants de toute sa carrière, etc. Mais on se dit qu'il y a la place pour vous deux. Bien sûr, tout à fait complémentaire. Tout à fait complémentaire. En plus, vous êtes copains. Sauf que ça s'est pas bien passé comme ça. Je pense qu'il a pas non plus voulu changer trop de système par rapport à ce que les Lyonnais aussi ont connu. Parce que Oui. s'il fallait jouer avec deux attaquants, il aurait fallu jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4. Alors que le 4-2-3-1, à la base, c'était ce qu'il voulait préconiser. Mais c'est là que tu t'es dit, le 4-2-3-1, à un moment donné, quand il est revenu au 4-3-3, c'est que voilà, les anciens ont On gagnait ce combat-là. coach. À un moment donné, on a fait 7 ans en champion de France en 4-3-3. Toi, tu viens en 4-2-3-1. C'est pas possible. Mais ça s'entend, hein. Bien sûr que ça s'entend. Bien sûr que ça s'entend. Mais ça s'entend même aujourd'hui. Hein. Quand tu vois des chamboulements, quand tu vois Marseille, par exemple, Oui. tu passes à un 3-4-3 ou un 4 ou un 3-5-2 et à un moment donné, tu passes à un 4-4-2. Mais les joueurs, ils sont complètement perdus. Ouais. Ouais, il n'y a pas de continuité, c'est Perdu. compliqué. Et le renouveau, c'est c'est quand Gattuso, là, il a remis son 3-5-2 ou en place. Et puis tu vois que les joueurs, bah, finalement, ah bah tiens, les automatismes, ils sont là, on sait ce qu'on a à faire, c'est plus facile pour nous parce qu'on a l'habitude depuis 3 ans de jouer comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que toi, malgré tout ce que tu viens de m'expliquer là, il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Est-ce qu'il y a une chose où maintenant, avec le recul, l'âge, etc., pas l'âge, parce qu'en vrai, t'es pas jeune au moment où tu débarques à Lyon, mais est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul où tu te dis, pour faciliter les choses, pour une meilleure intégration ou autre, j'aurais pu faire les choses différemment ou pas du tout? Écoute, je sais pas si c'est justement, je sais pas si parce que moi, quand on est dans le foot, tu sais, t'es à fond dans ton truc, Ouais. tu regardes pas ce qui se passe vraiment sur le côté. Mais je pense pas avoir fait mal. Peut-être que sur certains matchs, peut-être que j'aurais pu être meilleur ou il y a que sur le plan performance que je peux parler parce qu'à l'entraînement, j'étais toujours là, je suis toujours à l'heure, je fais ce que je peux, donc je sais pas. D'accord. J'aime bien aller à contre-courant de la pensée collective parfois. Et je trouve que l'image de Karim Benzema, elle a été un peu chahutée ces derniers temps. Alors quand je reçois Fred Piquion, et je sais ce qu'il pense de Monsieur Benzema, je me dis, tiens, on va poser une question sur Karim Benzema. On nous décrit aujourd'hui, de loin, surtout en France, maintenant qu'il est plus là, on nous décrit un homme un peu hautain, très froid, peu généreux, peu chaleureux, etc. Et Pas l'autre vrai du tout. fois, je me dis, en préparant cette émission, écoute, Fred, quand il m'a parlé de Karim, c'était pas du tout dans ces termes-là. Alors j'ai envie qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village et que tu me parles du Karim que tu connais à Lyon, de la relation que vous avez et de une petite anecdote qui montre un petit peu ce qu'il est, comment il est. Non, Karim, c'est quelqu'un de. Moi, j'ai connu Karim, il avait 15 ans, 15-16 ans. J'en Quand t'es avais à déjà. Saint-Thé, c'est quand t'es à Saint-Thé que tu le connais? Ouais, j'ai commencé à le connaître quand j'étais à Saint-Étienne. Mhm. Et moi, j'en avais déjà 25. Ouais, Donc, Karim, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai côtoyé, que j'ai appris à connaître aussi. Mais le Karim hautain, moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, quand tu arrives à avoir une certaine notoriété, que tu ne donnes pas accès à tout et à tout le monde comme ça. Que ce soit les fans, que ce soit les médias, que ce soit les gens en général qui ne font pas partie de ton cercle familial et amical. Je peux comprendre. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous fait pareil, mais je peux comprendre quand on arrive à un certain niveau de notoriété, qu'on soit un peu fermé. Mais fermé, ça ne veut pas dire hautain. Parce que quand nous, on est autour avec Karim, avec ses potes, avec tout le monde, mais on rigole, on se chambre, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le percevoir. Ils aimeraient bien avoir ce même genre de comportement de Karim, alors que c'est pas possible. Déjà, d'une, ils se connaissent pas. Deuxièmement, Karim ne va pas s'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment comme ça. Donc, moi, je peux comprendre quelquefois qu'il soit un peu plus réservé et fermé quand il arrive quelque part, voilà, quand il est dans un endroit avec du monde et quelquefois, qu'il n'ait pas envie de faire des photos ou des autographes avec n'importe quelle personne. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu, ça doit être gavant, enfin, je sais pas. Mais une telle notoriété, c'est invivable.
Si je l'avais eu moi, peut-être que j'aurais été pareil. Peut-être que je t'aurais envoyé balader, te dire, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton podcast, là? Non, moi, je suis super gentil, tu m'aurais dit oui. Non, non, mais Ouais, je comprends ce que tu veux dire. dans le sens où, voilà, mais c'est de la trempe des grands joueurs et avec Ouais. beaucoup de notoriété. La dernière fois, j'étais avec Zizou. Alors, on était tous les trois avec son frère dans le vestiaire. Mais c'est un régal. Parler Mm. foot, parler de tout et de n'importe quoi, rigoler, chambrer. Mais c'est un truc de fou. Alors que dans la vie de tous les jours, il est avec son bonnet, il est un peu fermé, il est là, il essaie d'aller vite parce que bah, sinon, t'imagines, Zizou, il s'arrête dans un endroit là. Mais toutes les 1 seconde, il fait des photos ou des Ouais. autographes. Ouais. C'est impossible. Donc voilà, il faut les comprendre aussi, ces personnes-là. C'est pas de la méchanceté, c'est pas être hautain, c'est plus, je pense, se protéger. D'accord. À quel point c'est frappant par rapport à tout ce que tu as connu jusque-là, parce que tu as connu, on a parlé de l'effectif de synthé, et l'énergie, l'enthousiasme et tout qu'il y avait dans cette équipe-là, mais en termes de qualité intrinsèque des joueurs, je pense que c'est le plus haut niveau que tu aies connu. Ouais. À quel point ça te marque? C'est marquant parce que tu as du mal. Quand tu arrives, quand tu joues contre Chris et quand tu es adversaire de Chris Cassapa, derrière Fabio Grosso, etc., tu joues contre des internationaux. Ouais. À Saint-Étienne, tu n'as pas beaucoup d'internationaux Non, français, étrangers. c'est vrai. C'est vrai. Tu C'est vrai. arrives dans une équipe comme Lyon, ils sont tous internationaux. Brésiliens, Allemands, Kallström Italien. qui était suédois, français. Mais à Saint-Étienne, à part les internationaux africains, je ne dénigre pas, hein, je ne suis pas là pour Non, dénigrer. non, non, non. Mais c'est pas le niveau qu'il y avait à Lyon, ça c'est sûr. Donc on est dans une autre sphère, dans une autre atmosphère et une envie de progresser, ça c'est sûr. Il y en a un qui te marque particulièrement? Qui c'est qui me marque? Moi, celui qui me marque vraiment, c'est Johnny. On était sûr que tu allais me dire ça. Pourquoi? La qualité de Johnny, la qualité qu'il avait, ce cadre-là, il était exceptionnel. Et même Chris Cassapa, en fait, ces trois Brésiliens, ils étaient vraiment très forts. Très, très forts. Et puis, c'était dur, tu vois. Ils jouaient comme, en fait, ils jouaient comme ils s'entraînaient, en fait. Il n'y avait pas ah non, aujourd'hui, on va se relaxer. Non, non, s'il fallait te mettre un pain, ils te le mettaient à l'entraînement. Donc, tu pouvais pas, il fallait que toujours tu sois aux aguets, tu vois ce que je veux dire? Il fallait toujours que tu sois sur tes gardes et être fort, quoi. Et c'est ça qui te permet de progresser. Ok, il y a un élément en particulier sur lequel j'ai envie de revenir avant de te laisser tranquille, c'est cette fameuse action. Cette fameuse action, parce que pour moi, il y en a deux qui sont totalement contradictoires dans ton temps à Lyon. Il y a la première, je l'ai revue avant qu'on s'appelle là, c'est le fameux but de fou que tu mets contre l'AS Monaco, où tu fais un Ouais. espèce de De retourner retourné celui-là. un peu chanceux, disons-le, un peu chanceux, parce que je pense que tu peux le rater quand même, vu comment tu le tapes. Mais au final, ça fait un beau but, et bravo monsieur. Et à cette action, on a déjà parlé ensemble, inexplicable de l'extérieur, où on sent en fait qu'il y a un faux rebond, mais on sent aussi que t'es pas là dans la tête, il y a un truc qui se passe pas. Et que le même mec, il vit la même action 2 ans plus tôt, c'est une frappe en lucarne. Donc, est-ce que cette action-là, pour laquelle tu as été chambré, et Dieu merci, il y avait pas encore de réseaux sociaux, est-ce que cette action, elle est symptomatique de ce que tu vis à l'OL quand tu me dis que c'est l'année la plus compliquée? Exactement. Et c'est surtout un match où j'étais pas du tout attendu, puisque pour Contre la moi, SSE? comme d'habitude, tu vois, je suis dans le groupe, mais je suis 17e, je suis dans le groupe, mais je suis sur le banc et je vais pas m'essouffler ou je rentre pas. Et là, le coach, il met titulaire contre Saint-Étienne, à Gerland. Waouh, waouh. Dimanche soir, prime time. Eh ben, même si dans ta tête, tu te conditionnes à te dire, il faut, mais entre il faut et pouvoir, c'est deux choses différentes Ouais. dans ces trucs-là. Et j'étais pas du tout, j'ai fait le match, mais le plus pourri que j'ai pu faire de toute ma vie. Alors que, effectivement, tu me lances en profondeur 2 ans avant, je prends la balle, crochet, intérieur, extérieur, machin, tac, tac, je vais dribbler le gardien ou alors je fais un truc de fou et ça va au fond. Alors que là, tout se passe comme il faut pas se passer.
carton jaune, carton rouge, la glissade, tout s'est passé voilà. J'avais tout le contraire de ce qu'il fallait faire pendant ce match-là. Ça laisse des traces, ça? Une telle performance derrière dans la tête, ça laisse des traces ou pas? Vu Ça les laisse des traces, ça a circonstances. laissé beaucoup de traces, parce que d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai plus beaucoup joué, plus du tout, pratiquement. Et je savais qu'il fallait que je parte, en fait. Là, c'était terminé. Il fallait pas que que je retrouve un club français. Il fallait vraiment que j'aille à l'étranger. Ok, parce que pour moi, ton départ en Angleterre, c'est parce que c'est ton rêve de gosse. Non, mais ouais, c'est vrai. Enfin, un rêve de gauche. Comme je t'ai dit, moi, à Rêve la de base, gosse. c'est un rêve quand tu arrives dans le football et que Ouais, tu es en Angleterre. rêve de jeune homme, on va dire. Voilà. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je me rappellerai, c'est que j'avais fait une bonne préparation, très très bonne préparation avec Lyon, et qu'il y a même Sydney, Juni qui me disait, putain, Fred et tout, on comprend pas le coach, c'est vraiment un truc de fou, nous on aimerait bien que tu restes et tout ça. Et finalement, tu vois, je suis parti parce que fallait que je change d'air, fallait que je change d'air. Donc j'étais prêté la première année, et puis après je suis parti, définitivement. L'expérience que tu voulais absolument connaître en première ligue, tu finis par la connaître. Portsmouth, puis West Ham. Bon, les deux fois, collectivement, c'est pas dingue. Parce que les deux fois, ça finit dernier et les deux fois, ça finit par une relégation. Mais est-ce que les résultats globaux de l'équipe, ils entachent le fait que c'était quand même une ambition et un objectif pour toi de jouer en première ligue? Est-ce que tu as quand même kiffé vivre et respirer, jouer première ligue? Ouais, ouais, si, j'ai fait 4 ans en première ligue, 4 ans de magnifique, magnifique. Même si c'était des clubs pas forcément du haut de tableau, mais ça a été magnifique parce que je me suis dit aussi que peut-être qu'en passant par ces clubs-là, je pouvais peut-être prétendre à aller un peu plus haut. Mais après, à 29, 30 ans aussi, c'est un peu compliqué. Ouais, Avec 25 ans, peut-être que ça serait passé autrement. ouais. Et en arrivant comme ça, il fallait que je vive cette expérience Première Ligue. Et je l'ai vécu, et c'était extraordinaire. La finale de la Cup, mais je le souhaite que chacun vive ce moment-là. C'est, c'est splendide. C'est splendide. Et j'ai eu de la chance, moi, de la même si on l'a perdu. Mais en tout cas, la Première Ligue, c'est vraiment le championnat. C'est the championnat. Encore pire maintenant. Et encore, ils vont se faire piller par l'Arabie Saoudite bientôt. Mais, Ouais, ouais, mais c'est vrai. vraiment, non, non, c'est vraiment le championnat où voilà, il faut être. Et quand tu aspires à être un grand joueur, à gagner des ballons d'or, c'est là qu'il faut être. Fred, merci. Avec C'était plaisir. top. C'était top. Ça fait un moment qu'on essaie de mettre en place cette interview, mais t'es un homme occupé. Mais, Ouais, euh, mais je me suis régalé, ça valait le coup d'attendre. Merci beaucoup ouais, bah, c'est avec plaisir. pour la confiance et la transparence. Franchement, ça me touche. Écoute, plein de bonnes choses, plein de Merci. santé, que la santé ça continue pour toi et tes proches, les projets aillent au bout, parce qu'il y a de beaux projets qui se dessinent pour toi et ils Ouais. sont inspirants, donc qu'ils aillent au bout. Et voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Call Interview avec Fred Piquion. On continue ensemble, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres anecdotes de foot, d'autres invités incroyables, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.